Edouard, bonjour. Comment s'est passée la semaine? Dans quel état d'esprit t'as senti aussi le groupe par rapport à la belle prestation, même si malheureusement elle n'a pas rapporté de points, mais la belle prestation du match de la semaine dernière? Oui, c'était une semaine, c'était quelques jours importants là après le match à Bruges. Il y a eu une réalisation de la part de tous, de la part au sein du groupe, de la part du staff directement après le match, mais encore plus après l'analyse du match dans les jours qui ont suivi notre déplacement à Bruges, que dans le contenu, on a été vraiment bon. Et il nous aura manqué un peu d'impact et cet instinct de tueur qui n'était pas là dans les 20 derniers mètres. Mais on a bien senti que le match était là à prendre et que malheureusement, on n'a pas réussi à saisir les opportunités qu'on a créées de nous-mêmes. Donc c'est vrai que d'un côté, il y avait vraiment ce sentiment d'avoir très bien fait ça. Et à l'inverse, une énorme déception de de pas être parti de Bruges au moins avec un point. C'était le minimum qu'on méritait, pardon. Donc, mais à la fois, il faut tourner la page très vite. Notre match de demain soir euh, était, quoi qu'il arrive, très important. Et donc, c'était une question pour nous de bien digérer le résultat contre Bruges. Et puis très vite de se refocaliser pour repartir plus fort et prendre avec le bon de ce déplacement à Bruges. Tu parles d'un instinct de tueur finalement. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ça? Parce que c'est forcément aussi quelque chose qui se joue un peu sur la confiance, j'imagine. Mais comment est-ce qu'on arrive voilà, justement à essayer de rendre les joueurs plus tueurs pour que ces phases-là finalement aboutissent par des buts et changent forcément le résultat final? Et c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une situation qui est comparable à celle du mois de septembre, où mais on a recréé des automatismes collectifs, on a retrouvé notre fond de jeu qui est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était en début de saison. Mais on est aussi passé par cette période au mois de septembre, et je repense à plusieurs matchs comme Zult à l'extérieur, OHL à l'extérieur, ou Saint-Tron ici à domicile, où le contenu avait été très bon, mais que le dernier geste n'était pas toujours aussi juste qu'il aurait dû être. Et puis on est passé par cette phase-là vers une phase qui a été super positive. On a été très réaliste. Déplacement à Serein, les matchs à domicile ici contre Penn, où on a réussi le déplacement à Gand aussi, notamment le match ici contre Genk. Euh, et cette confiance vient avec le temps, mais on se rend compte qu'ici, on n'a pas le temps. Et on arrive dans la plus belle phase de la saison, qui est la phase dans laquelle les positions finales commencent tout doucement à se jouer. Et donc, comment y arriver? C'est un ensemble. C'est à la fois réussir à recréer ces situations à l'entraînement, parce qu'il y a une prise de confiance qui peut être faite à l'entraînement. Il y a un travail technique à faire, ça c'est certain, sur base de l'analyse des images et puis sur base de ce qu'on peut reproduire dans des ateliers techniques à l'entraînement. Mais il y a une notion de sérénité et de bonnes sensations qui est super importante. C'est une question pour nous de recréer des sensations qui sont positives dans le dernier tiers du terrain. D'avoir confiance que le but vient aux attaquants. Et c'est pas une question de forcer à tout prix et de retaper encore et encore sur le même clou. Non, c'est une question d'être en phase avec le jeu. Et si on continue à être aussi connecté qu'on l'est sur le terrain depuis quelques semaines, là, en augmentant notre niveau de sérénité, en augmentant notre calme dans les derniers mètres du terrain, dans le rectangle offensif, alors ça va retourner en notre faveur de façon positive, comme on a réussi à le faire là au mois d'octobre. Et Chamar, par exemple, si on compare la situation de nos attaquants ici, Chamar est passé par exactement la même phase, là, fin août-septembre. Et donc on repasse par le même processus par lequel on est passé par Chamar. Et c'est pour ça on est très confiant qu'on va aboutir au final à ce qu'on veut. Mais aussi avec la réalisation que ça doit arriver maintenant. On ne peut pas attendre 3 ou 4 semaines calmement. Non, non, on est conscient que c'est aujourd'hui, c'est demain, et puis ce sera le match suivant dans lequel on veut que ça se produise. Par rapport à la sélection, Rio n'est pas dedans, Hervé oui. Est-ce que ça veut dire que Hervé est, selon toi, totalement prêt pour éventuellement pouvoir jouer dès demain? Ou voilà, ou c'est plus pour déjà l'intégrer dans le groupe, mais sans qu'il soit tout à fait prêt?
Et Rio, voilà, est-ce que c'est finalement plus grave que prévu ou est-ce qu'il en est avec lui? Non, Rio a fait lors de l'entraînement d'hier, Rio a fait un faux mouvement qui a créé un déséquilibre, un nouveau déséquilibre. Et c'est peut-être un petit peu par précaution de sa part ou en voulant se protéger que, mais il s'est juste bloqué le dos et le bassin d'une autre façon. Et encore une fois, c'est le match, donc, suite à ça qui s'est passé hier, le match de demain vient trop tôt, donc il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Et tous les tests médicaux sont prévus maintenant pendant le week-end. Ça, c'est pour Rio. Maintenant, concernant la situation des gardiens, mais on se trouve dans une situation qui est géniale. Quel plaisir de se trouver maintenant dans une situation où on a vraiment deux numéros 1 en Camara et Kofi. Camara qui a fait un super match à Bruges la semaine passée, dans la continuité de ce qu'il avait déjà montré, mais qui monte en puissance. Là aussi, comme c'était ce qu'on avait prévu, parce qu'on savait d'où il venait et que ça allait prendre quelques matchs pour qu'il atteigne ce niveau-là, il l'a fait. Et en plus de ça, il continue à montrer de très très bonnes choses et à dégager une force et une tranquillité à l'entraînement qui apaise et qui donne confiance à tout le monde. Et puis avec Kofi, on sait, il faut pas représenter Kofi. C'est un des 3 meilleurs gardiens du championnat, sans discussion. Donc c'est les choix qui sont top à devoir faire. Et médicalement, Hervé est apte. Et ça, c'est le plus important, qu'il se sent bien. Il n'y a aucune séquelle de sa commotion. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment pris au sérieux, d'être certain qu'on ne brusque pas les choses et qu'on n'aille pas trop vite. Mais il y a une différence encore entre être fit médicalement et être fit physiquement. Et donc maintenant, c'est juste une question de quand est-ce qu'il va reprendre sa place dans le but et reprendre sa place dans l'équipe. Parce qu'il n'y a pas de discussion non plus, les choses sont très claires entre Bingourou, Hervé et le staff, c'est que Hervé est notre numéro 1 et Hervé va reprendre sa place dans le but. Maintenant, est-ce que ça va être demain soir, ici, après une semaine d'entraînement, ou est-ce que ça va être vendredi prochain au Berscott après 2 semaines d'entraînement? Ça, je ne vais pas le dire maintenant, mais ça, c'est le choix qu'on a à faire en tout cas. Dans ta tête, j'imagine qu'il est, même sans le dire, mais le choix est déjà clair pour toi, je suppose. Oui, le choix est très clair et c'est un choix c'est pas un choix qui est facile, hein, soyons clairs, parce que de mettre Hervé au but et que Bingourou soit sur le banc, il faut saluer vraiment le niveau qu'a atteint Bingourou et la contribution qu'il a eue à l'équipe. Ou l'inverse, de garder Bingourou encore un match et de faire patienter Hervé. C'est pas des choix qui sont faciles, mais pour demain, le choix est clair. Justement, avec le retour de Hervé, tu as 4 gardiens maintenant, même si la hiérarchie est assez claire, comme tu le dis, mais 4 gardiens qui ont, et je pense que c'est assez rare en D1, qui ont déjà été sur la feuille de match, par exemple. 4 gardiens, est-ce que c'est pas trop? Comment est-ce que tu gères justement ça, cette concurrence-là, même si voilà, il y a une hiérarchie qui se dessine clairement entre le 1 et le 2? Trop, pas du tout, parce qu'ils ont tous un statut qui est différent, ils sont tous à des moments de leur carrière qui est différent. La position numéro 1 et numéro 2 entre Hervé et Bingourou, d'abord. Bingourou est venu d'un côté, lui, pour se relancer, et d'un autre côté, pour nous apporter un plus directement. Ce qu'on estimait venait un peu trop tôt pour Didier. Et donc la place de numéro 3 est très claire pour Didier qui est encore en plein développement et en plein apprentissage. Il a moins d'expérience, lui, que Hervé et Bingourou. Et puis on a un jeune talent là, en Matteo, qui... tout ce que lui prend et tout ce que lui a pris cette saison, c'est du bonus. Il est très très jeune, mais il a déjà une carrure physique qui est top pour un gardien de but. Et donc non, c'est très bien. C'est très très bien, parce qu'on pourrait du jour au lendemain dire à Matteo ou Didier d'être à temps plein avec les U21. Mais on est convaincu que le mieux pour tous, c'est justement d'avoir 4 gardiens à l'entraînement avec Cédric Berthelin, et ça leur permet à chacun, en respectant où ils en sont dans leur carrière et où ils en sont dans leur état de forme, de se pousser entre eux pour créer vraiment un environnement de travail, un environnement de compétition qui est le meilleur possible. Par rapport à l'Union, au match aller, Charleroi était passé à côté de sa prestation. Est-ce que, ici, avec le match qui se représente, est-ce que dans ton discours, dans ton approche,
tu rappelles ça aux joueurs pour un peu titiller leur orgueil ou justement on fait table rase, on repart d'une feuille blanche? Quelle est un peu ton approche psychologique entre guillemets avec les joueurs? Je regarde très rarement en arrière. Donc on est toujours focalisé sur le moment présent. C'est quoi la situation aujourd'hui? Quel est notre ressenti aujourd'hui? Et même sans trop se préoccuper de l'adversaire, je l'ai souvent dit ici depuis le début de saison que on veut comprendre l'adversaire, on veut essayer de se mettre dans la position de l'adversaire et essayer de comprendre ce que eux ils recherchent pour contrer ça au mieux. Et à l'inverse, qu'est-ce que eux ils veulent pas qu'on fasse. Et puis pour essayer d'exploiter alors ces faiblesses-là. Mais je suis pas du type à regarder en arrière et à ressortir des émotions négatives du passé. Parce que on n'est plus là. Le groupe était un peu différent. On était moins avancé dans notre projet de jeu. On était moins mûr et moins mature qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc non, nous, on prend vraiment le moment présent, là où nous, on en est dans la saison. Et donc sur base de ça, et sur base d'une analyse qui est purement rationnelle et analytique du match aller, donc au niveau tactique, on a revu le match pour bien comprendre encore une fois les profils individuels de l'adversaire et comment ils se sont organisés face à nous. Et donc ça, c'était un des points qu'on a pris en compte pour la préparation du match. Mais à part ça, non, pas du tout. Les flashbacks, entre guillemets, comme ça, c'est pas des leviers psychologiques que tu utilises à la veille d'un match retour? Non, parce que c'est des émotions et c'est des ressentis qui sont négatifs. Et comme je dis, on est beaucoup plus loin. Je sais pas combien. Je pense que c'était début novembre ce match-là, donc ça fait presque 4 mois depuis ce match. 4 mois en foot, c'est très très longtemps. Beaucoup de matchs, il y a des changements de joueurs. Comme je dis, on a évolué depuis lors, donc non, non, je serais plus du type à regarder vers l'avant et éventuellement ça plutôt que de regarder en arrière. Qu'est-ce qui t'impressionne ou te surprend le plus dans la saison si aboutie de l'Union? Il y a pas mal de points. Il y a pas mal de points. On peut juste regarder ça sur base d'une équipe de deuxième division qui monte et qui a tout cassé sur son passage. Il y a presque personne dans le championnat cette saison qui a réussi à faire opposition et qui a réussi à les arrêter. Donc ça, l'histoire est magique. Qu'ils ont réussi à sublimer le talent individuel qu'ils ont grâce à leur force collective. L'énergie positive qu'ils ont réussi à créer du club autour du club et puis on peut continuer. Donc il n'y a que du positif là-bas. C'est magique ce qu'ils ont fait, c'est unique, c'est historique. Donc vraiment félicitations à eux et tant mieux pour eux. Ce qui est génial avec ça pour les autres, c'est que ça, comme je dis, ça génère une énergie qui est super positive en Pro League et autour du foot belge. Donc tant mieux. Et ce qui est top aussi, c'est que ça remet tout le monde en question. Il y a des grands clubs là qui doivent se remettre en question parce qu'en un coup, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et puis nous aussi, c'est notre non-prestation de là-bas et la claque qu'on a eue, c'était un des signaux forts que l'Union a envoyé lors de la première partie de saison. Et donc nous aussi, ça nous a forcé à se remettre en question et à comprendre les erreurs qu'on a faites. Donc non, chapeau, tant mieux pour eux, félicitations. Mais comme je dis, là, je ne vais pas aller plus loin avec la réponse parce qu'on est juste concentré sur une chose, c'est comment on va les bousculer, on va les retourner demain. À quel genre de match tu t'attends justement, parce qu'ils ont l'un ou l'autre joueur important absent? On pense notamment à Nielsen. Qu'est-ce que ça change dans votre préparation et dans votre approche qu'un joueur à ce point-là titulaire indiscutable soit pas là? Non, pas grand-chose, parce qu'ils se sont renforcés de façon très intelligente pendant le mercato. Donc il y a 2 milieux de terrain qui sont arrivés lors du mercato, qui ont des grosses cotes là dans le foot européen. Donc ça montre la puissance quand même qu'il y a de leur côté que pour pouvoir aller recruter des joueurs comme ceux-là. Et puis que ce soit ces deux-là ou que ce soit Damien Marc qui peut rentrer. Et là non plus, c'est pas moi qui vais présenter Damien Marc ici. Hein. Donc quoi qu'il fasse, encore une fois, oui, c'est des profils qui sont un peu différents, mais au final, ça ne va pas altérer qui eux ils sont.
et ce qu'ils ont fait cette saison. Donc non, ça ne bouscule pas tant que ça, ou ça ne change pas tant que ça notre préparation du match. Tu parlais de Damien Marc, ce sera aussi forcément un match particulier pour Felice Mazzu. Qu'est-ce que toi tu ressens de l'héritage qu'il a pu laisser au club ici sur les 6 années qu'il a passé en arrivant? Bon, il y a eu un entraîneur entre vous deux, mais en arrivant comme ça 2 ans et demi, 2 ans après son départ. Génial. L'héritage qu'il a laissé ici, les fondations qu'il a posées ici sont partout. Et c'est un des coachs qui aura le plus marqué l'histoire du club. Et là, je ne parle pas que l'histoire récente du club, mais l'histoire vraiment dans son ensemble. Et c'est quelque chose, là, autant je ne regarde pas les matchs en arrière, et je ne reviens pas sur des émotions négatives. Ça a été très, très important pour moi de m'immiscer complètement dans l'histoire du club pour comprendre pleinement l'identité de Charleroi avant mon arrivée. Et de comprendre les valeurs, et de voir là, ou de pleinement réaliser, en tout cas, l'impact que Felice aura eu ici. Et et je le sais, il y a énormément de reconnaissance et de respect pour le travail qu'il aura fait. Et je ne peux pas dire beaucoup de compliments au-dessus de ça. À part que, oui, il a vraiment marqué le club. Et que j'ai énormément de respect et d'admiration pour le coach qu'il est, pour le parcours qu'il a eu, et ça a été, ça l'est toujours, j'ai presque envie de dire de plus en plus, mais ça l'a été pendant longtemps un exemple, surtout sur base de mon parcours. On a tous les deux le point commun de ne pas avoir été des joueurs professionnels, et donc il aura inspiré énormément de coachs à se dire c'est possible en fait, c'est possible d'arriver en D1 et c'est possible de marquer le plus haut niveau du foot belge. Donc non, c'est avec énormément de respect et énormément d'admiration vis-à-vis de lui. Et je sais que ce sera la même chose de la part de notre public demain, qui vont l'accueillir. Mais ce qui est génial aussi dans ces situations-là, c'est que tout le monde aura envie de l'accueillir, de saluer la personne, avant tout, le coach. Mais puis à la fois, une fois que le coup de sifflet est donné, il y aura une seule chose qui unit tout le public, tous nos supporters, et l'équipe et le staff, c'est l'envie qu'ils repartent ici sans rien, et que nous, on puisse prendre les résultats qu'on veut à tout prix. Tu disais qu'on arrive dans les matchs forcément qui comptent pour le classement final. Est-ce que tu ressens plus une excitation, une impatience, ou un peu de pression malgré tout, parce que le nombre de journées forcément diminue avant la fin de la phase classique? Peu des deux. L'excitation, certainement. Et j'adore ça. Au plus la saison avance et au plus on arrive dans ces derniers jours de la saison, au plus c'est génial. Tout le travail qui a été fait avant, c'est pour justement arriver où on est. Et puis la pression, oui, et ça, c'est que de la pression positive. On ne doit pas gagner demain, mais on le veut à tout prix. C'est vraiment une énorme volonté de continuer à repousser nos limites, à être le plus haut possible dans le classement. Et comme j'ai déjà dit, là on terminera, on verra bien. Ça, c'est hors de notre contrôle au final, ce que les autres équipes font, tout ça. Donc on va juste concentrer sur notre contenu de demain. Et oui, on est conscient que chaque match qui passe, c'est des points en moins qui restent à gagner par la suite. Donc c'est que positif. Et c'est aussi, avec un petit peu de recul, c'est de se dire que là on est aujourd'hui, oui, on a laissé des points en route. Et il y a vraiment des points que si on regarde en arrière, on se dit c'est dommage, on aurait pu avoir 4, 5, 6, voire plus de points au tableau, et ça changerait la donne aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où on se dit c'est dommage quand même que le play-off 1 ce serait pas 6 positions comme ça l'était dans un passé très récent, et alors le ressenti et cette pression positive serait un petit peu moindre. Donc ça aussi, il faut pas le perdre de vue. Mais donc voilà, c'est que cette pression-là, ces attentes, mais tant mieux qu'on les rajoute encore et qu'on augmente encore ces pressions. Et on va montrer qu'on est capable de répondre présent, et qu'on est capable de bien faire sous cette pression positive. Ça veut dire que les derniers résultats n'ont vraiment, sans qu'elle soit vraiment négative, mais pas mis de pression. Tu parles souvent, quand on utilise le mot pression, tu ajoutes l'adjectif positif derrière. Est-ce que comment est-ce qu'on fait finalement pour qu'elle ne soit pas négative, cette pression? Parce qu'il n'y a rien à faire. Les autres prennent des points, vous en prenez parfois pas. Il y a forcément
Oui, une pression qui peut être négative certainement, enfin ou en tout cas pesante, non? Pesante, non, non, non. Non, elle est là, elle nous sublime. Elle est là, parce qu'on peut voir la pression de deux façons. Une pression qui vient du dessus, une pression qui vient d'en dessous et qui nous stimule à être meilleur. Quand on se trouve dans des positions, comme par moment la saison passée, où cette pression réduit tout le monde et parce que on se bat pour des positions dans le fond du classement, ça c'est une pression négative. Parce que là, on ne joue que pour se sauver quelque part, ou pour essayer de grappiller une place de classement en plus. Ici, la pression vient parce qu'on est bon. Si on n'était pas bon, il n'y aurait pas cette pression-là. Si on était 8e ou 9e, les gens, on serait dans une position où les playoffs 2 seraient top. Et donc déjà, d'être aujourd'hui compétitif avec Gand, avec Anderlecht, avec les différentes équipes qui sont là autour de nous, ça montre les très bonnes prestations que le groupe de joueurs a fait cette saison. Parce que si on veut regarder sur base budgétaire et sur base du processus qu'on a lancé ici cette saison, on vient de beaucoup plus loin que ces clubs-là. Donc, quelque part sur papier, on ne devrait pas être compétitif. Et donc, nous, on prend vraiment énormément de confiance du fait, et quand je dis nous, je parle du staff, je parle du groupe des joueurs, qu'on est en train de défrayer un petit peu la chronique. Et comme je dis, même le sentiment de se dire qu'on aurait pu être plus haut, mais c'est encore mieux. D'avoir ce petit regret on n'est que là, mais on aurait pu être plus haut, mais non, très bien. Très bien. Ça donne confiance et on sait qu'on est sur le bon chemin et on ne va que continuer à être plus fort. Les processus ont été lancés depuis plus longtemps dans ces clubs-là. Anderlecht, ils sont en route depuis plus longtemps, dans leur projet, à Gand aussi. Donc à Anvers aussi, même s'il y a eu des changements de coach, mais tout le reste n'a pas changé. Donc non, je le redirai jusqu'au bout, et c'est le message qui est passé aux joueurs aussi, d'essayer de vivre cette pression-là comme un compliment par rapport à ce qui a été fait jusque-là, et de l'utiliser pour être meilleur encore. Merci beaucoup.